Cette semaine, on débriefe de nos lectures communes. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau vlog lecture. Comme d'habitude, installez-vous bien confortablement puisqu'on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Dans le vlog lecture de cette semaine, j'ai décidé de débriefer un petit peu nos lectures communes puisque pour l'été, nous avons prévu 3 lectures communes avec le Sunset Historic Book Club. Et autant vous dire que du coup, le rythme est un peu chargé, hein, on va pas se le cacher. Surtout qu'on a prévu 3 LC qui sont quand même des gros pavés, il faut bien le dire. Enfin, en tout cas, il y en a 2 qui sont des gros pavés. Donc, ça demande un petit peu de temps. Et j'avais quand même envie de débriefer un peu avec vous, de vous donner les avis des personnes qui participent aux lectures communes, en plus du mien, parce que je trouve ça toujours sympa d'avoir plusieurs avis et d'avoir un avis un peu global final. On ne va pas débriefer des 3 lectures communes parce qu'en une semaine, j'aurai jamais le temps de lire les 3, ça c'est sûr. Mais on va commencer par le 4e tome de la saga Filles d'Irlande de Santa Montefiore qui s'appelle Le Destin des Deveril. Vous le savez, nous avons commencé la lecture de cette saga dans le cadre du Sunset Historic Book Club en septembre 2025 et on a toutes adoré. Cette saga, elle fait un peu l'unanimité. Alors il y a eu des tomes où il y a eu des avis un peu plus mitigés parce que voilà, chacun a ses préférences et c'est vrai que sur le 3e tome surtout, je crois, il y avait des avis un peu plus mitigés. La première trilogie étant terminée puisqu'on a un arc narratif sur 3 tomes et un second arc narratif sur 3 autres tomes. On va mettre de côté les Deveril que l'on a suivis jusque-là, donc tous les Deveril irlandais, Kitty, Bridie et tout. On les met de côté et on part sur la branche des Deveril qui s'est installée aux États-Unis. Et la saga fait un bond dans le temps puisqu'on est dans les années 60 sur ce 4e tome. Donc autant vous dire que je suis très très contente de me plonger dans ce second arc narratif et ça me fait bien plaisir de changer un peu d'histoire parce que je pense que ça va apporter un nouveau souffle au contexte, à l'histoire et ça va être très très bien. Voilà, donc j'ai commencé hier, avant-hier, et j'ai vraiment pas lu beaucoup. Hier, j'étais lancée pour lire et pour me dire allez, on y va, on lit au moins une centaine de pages. Et en fait, j'ai été prise dans le match Argentine-Angleterre que mon conjoint regardait à côté et du coup j'ai un peu laissé de côté ma lecture pour regarder le match. Donc finalement j'ai pas lu beaucoup mais j'ai lu peut-être 3-4 chapitres pour le moment. J'aime beaucoup en fait, on retrouve la plume de l'autrice qui est vraiment très caractéristique et très agréable. On la retrouve. Là, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu différent parce que dans ce 4e tome, le point de vue est un point de vue interne. Donc le personnage principal nous parle à la première personne. Il me semble que dans le premier arc narratif, c'était pas le cas. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble que c'était pas le cas. Donc du coup, ça nous immerge encore plus dans le récit. Et pour le moment, j'aime bien. Donc je viendrai vous en reparler un petit peu plus en détail plus tard quand j'aurai avancé. Mais pour le moment j'aime bien. Il faut que je regarde sur le Discord parce que je suis pas sûre qu'on soit beaucoup à avoir démarré cette LC. Je sais qu'il y a eu il y a des personnes qui ont démarré les 2 autres lectures communes, mais celle-ci je n'en suis pas complètement sûre. Bon, j'espère quand même que d'ici la fin de ce carnet de lecture, vous serez peut-être 1 ou 2 à démarrer la lecture, parce que sinon ça va un peu faire un gros flop ce carnet de lecture s'il n'y a personne d'autre que moi qui le lit. Bref, on verra bien. Toujours est-il que voilà, je suis très satisfaite. Côté lecture audio, où est-ce que j'en suis? Eh bien écoutez, j'ai un peu de mal à prendre des lectures audio en ce moment, je sais pas pourquoi. Je trouve que l'été, c'est pas la période où j'écoute le plus d'audio. J'écoute beaucoup de musique en ce moment et pas trop de lecture ou de podcast ou autre. Je suis vraiment à fond dans ma bulle de musique. Donc, du coup, très peu de lecture audio. Ça n'empêche que j'ai quand même pris The Rom-Comers de Catherine Santer, puisque c'est un roman en VO que j'ai démarré en début d'année 2026, en février je crois. Et vu que c'est de la VO, je mets beaucoup
temps à le lire et là je me suis dit bah autant profiter du fait qu'il soit disponible sur Audible pour le prendre également à l'audio, comme ça me permet d'avancer, de faire travailler mon écoute de la langue anglaise, ce qui est pas mal aussi. Et voilà, donc j'avance petit à petit et franchement pour le coup j'avance plutôt pas mal, là je suis au chapitre 10. J'aime bien l'histoire, je suis bien embarquée et en plus c'est une histoire qui se passe à LA, enfin ou en tout cas en Californie je crois. Du coup, je trouve que ça a un petit côté estival. Voilà, ce sont deux scénaristes, auteurs qui se retrouvent pour écrire ensemble. Et du coup, voilà, je trouve que ça se marie très bien avec la saison estivale. Donc, je pense que je vais continuer à écouter des petites bribes comme ça de temps en temps, en avançant un peu. Je sais pas si je pourrais vous faire un retour dans ce carnet de lecture là. Voilà, je m'étais un peu fixé comme objectif de lire un roman VO par trimestre. Bon, bah on n'y est pas non plus hein, sur cet objectif-là. Va falloir que j'arrête de me fixer des objectifs, je les tiens pas du tout. Nous sommes vendredi soir, je m'apprête à quitter le bureau, je suis en train de tout fermer. Et c'est quand même assez incroyable, mais ça fait je pense à peu près 2 mois, enfin depuis la première grosse vague de chaleur, la fin mai, où on était obligé de travailler en dehors de notre bureau. Donc on n'a pas pu passer une seule journée complète dans notre bureau. Il faisait trop chaud, la chaleur est complètement étouffante, on est sous les toits et tout, c'était horrible. Et du coup, c'est la première journée où on a pu travailler de 9h à 18h sans interruption dans le bureau. Et ça, franchement, ça fait plaisir, on était vraiment contents. Donc voilà, donc bref, là tout le monde est parti et je ferme tout et je plie bagage aussi. J'ai fait la recette du tiramisu de Caro from England. Donc, normalement c'est avec des fraises, il n'y a plus de fraises, donc du coup j'ai opté pour des cerises et des framboises. J'ai déjà un peu galéré à les trouver. Franchement je suis pas plus fière du résultat. Hello, on est dimanche soir et je prends enfin le temps de venir vous parler parce que je voulais absolument vous donner un peu de contexte sur cette lecture qui est donc ma lecture en cours et une des lectures communes du Sunset History Book Club. Il s'agit donc du 4e tome de la saga Filles d'Irlande de Santa Montefiore. Je vous en ai déjà parlé de cette saga puisque c'est une saga que j'affectionne particulièrement, saga qu'on a découverte en septembre 2025 et franchement j'adore. Donc c'est une saga qui comprend au total 6 tomes et donc ici on est sur le 2e arc narratif puisque c'est une saga qui comprend 3 premiers tomes, donc un premier arc narratif et un second arc narratif qui lui comprend les tomes 4, 5 et 6 et donc c'est le démarrage en fait de ce 2e arc narratif dans ce 4e tome. Du coup on retrouve bien sûr dans ce 4e tome l'Irlande, puisque ça reste quand même le décor de toute la saga Filles d'Irlande, et dedans on va s'intéresser à des personnages qu'on ne connaît pas, puisque ce sont des nouveaux personnages par rapport au premier arc narratif. Donc tous les personnages que l'on avait dans le premier arc narratif, notamment Kitty, JP, qui on avait Bertie, Maud, tout ça. Ce sont des personnages que l'on retrouve également dans ce 4e tome, mais ils sont un peu plus éloignés. C'est pas vraiment leur histoire qui va nous préoccuper, puisque leur histoire, on la connaît déjà, hein, puisque les 3 premiers tomes étaient sur
sur cette famille-là. Et donc ici, on va s'intéresser à Faye, et Faye, elle est américaine. Elle a 60 ans à peu près, et du coup, tout son monde s'écroule lorsque sa mère, Arethusa, décède. Et donc, elle décide de partir en Irlande pour découvrir les origines de sa mère. Origines qu'elle ne connaissait absolument pas et qu'elle ne soupçonnait pas avant son décès. Donc elle découvre vraiment toute la vie de sa mère là. Voilà. Jusqu'ici, elle pensait que sa mère était orpheline et voilà, et qu'elle était américaine, point barre quoi. Et en fait, pas du tout, elle se rend compte que sa mère avait une vraie famille en Irlande, et donc elle va se rendre compte que sa mère faisait partie de la famille des Deveril, qui est quand même une famille assez aristocrate au sein du Royaume d'Irlande. Enfin, du Royaume d'Irlande. On est sur une Irlande indépendante hein, maintenant, donc voilà. Mais toujours est-il que voilà, on découvre un petit peu la vie de Faye, et forcément, par ricochet, celle de Arethusa, sa mère. Donc en fait, on a une double narration. Vous avez la vie de Faye en 1960, lorsqu'elle découvre toute l'histoire des Deveril et l'Irlande, puisqu'elle voilà, elle s'envole en Irlande seule. C'est assez exceptionnel pour l'époque, faut le dire, parce qu'en 1960, les femmes ne faisaient pas grand-chose sans l'aval de leur mari. Donc là, elle débarque alors que son mari n'est pas forcément d'accord. Donc déjà, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque. Et donc, elle va découvrir toute l'histoire de sa famille à travers le journal intime, notamment, que Arethusa a laissé. Et donc la deuxième temporalité, c'est la vie de Arethusa vers la fin du 19e siècle en gros, et on va comprendre pourquoi Arethusa a quitté l'Irlande et a tourné, a tourné le dos à sa famille en gros. Hein. Voilà, donc j'espère ne pas trop vous en dévoiler, parce qu'en même temps je veux pas vous spoiler le premier arc narratif, mais bon, voilà. Je pense en toute honnêteté que si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes et que vous voulez vous lancer dans le second arc narratif, donc en lisant en fait ce 4e tome sans avoir lu les 3 premiers, je pense que c'est gérable. Parce que vous avez beaucoup de redites par rapport à tout ce qui s'est passé dans les 3 premiers tomes. L'autrice nous réexplique un petit peu tout, bien sûr en version accélérée, et sans que ce soit redondant pour les lecteurs qui ont déjà lu le reste de la saga, mais je trouve que c'est plutôt bien fait justement, et c'est plutôt bien amené, puisqu'on nous répète un petit peu tout ce qui s'est passé sur les 3 premiers tomes. Donc en soi, si vous n'avez pas lu les 3 premiers, je pense pas que ce soit trop dérangeant pour comprendre ce tome-là. Bien sûr que je vous conseillerais forcément de lire les 3 premiers, parce que déjà, ce sont des tomes qui sont des pépites, vraiment, c'est une saga incroyable, et il faut vraiment la lire pour moi. Mais en plus de ça, si vous voulez avoir les tenants et les aboutissants et plus de détails sur ce qui s'est passé, c'est quand même mieux d'avoir lu les 3 premiers. Mais voilà, je pose ça là, je pense en toute honnêteté que si vous commencez par celui-ci, vous arriverez à vous y retrouver quand même, parce qu'on reste quand même sur une nouvelle histoire et une nouvelle famille malgré tout. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Là j'en suis à un peu plus de la moitié, j'en suis page 321, chapitre 22. J'ai lu les 3 premières parties du découpage que j'avais prévu dans le cadre du book club, et je pense pouvoir vous dire que jusqu'ici c'est mon préféré, voilà. C'est mon préféré parce que je trouve que l'autrice a pris des partis pris très intéressants. Je m'attendais absolument pas à ça. Et je trouve que c'est assez original et plutôt bien pensé, très intelligent. Donc, je me laisse complètement mener par la plume de l'autrice, encore une fois. Une plume extrêmement fluide. Franchement, c'est du miel, la plume de l'autrice. C'est vraiment du miel, parce que ça se lit très bien, c'est hyper fluide. C'est complètement addictif et complètement entraînant en fait. Hein. Dès qu'on met le nez dans le livre, on a envie de savoir ce qui se passe, et on tourne les pages avec énormément d'avidité, et on a vraiment envie d'aller au bout quoi. Donc non, c'est vraiment du miel. La plume de l'autrice, c'est parfait, un petit régal. Ce que j'aime toujours autant dans cette saga, et peut-être même plus dans ce 4e tome d'ailleurs, c'est l'immersion que nous propose l'autrice en plein milieu de l'Irlande, en plein cœur de l'Irlande. Je trouve que c'est presque mieux fait dans ce tome-là, puisque on va découvrir comment dire, on va découvrir l'Irlande en fait, et
et ses paysages, son atmosphère à travers les yeux de Faye qui, elle, ne connaît pas du tout ce pays, quoi. Et en fait, ça donne encore plus de crédibilité et d'immersion au roman, enfin finalement. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que sur le premier arc narratif, je crois d'ailleurs que c'est le deuxième tome, il me semble que c'est le deuxième, où on voyage pas mal, on va en Afrique du Sud, on fait pas mal d'allers-retours. Il y a aussi beaucoup de passages qui se passent en Angleterre, donc finalement l'immersion irlandaise, elle est moins présente. Et là, bah, on est en plein cœur, on est en plein milieu de l'Irlande, quoi. Il y a, je pense, peut-être 2 chapitres qui se passent aux États-Unis, mais c'est peanuts par rapport à ce qu'on nous propose après. Donc, pour le moment, c'est un véritable régal et franchement, je pense que ça va être mon préféré de la saga. Bon, vous savez quoi? Je suis trop contente. J'ai trouvé des cours de step en extérieur. Je suis trop fan du step et là, avec les chaleurs qu'il a fait et tout, j'ai pas du tout couru, j'ai pas fait de sport et du coup, ça me manque beaucoup. Donc là, je vais aller à mon petit cours de step et voilà. Et après, je rentrerai tranquillement, mais du coup, je suis super contente. Hello! Bon, figurez-vous que j'ai terminé le 4e tome des Deveril et ça, c'est très chouette. Donc là, nous sommes en promenade avec le petit Glober. Et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de cette fameuse lecture. Franchement, un 4e tome qui vaut vraiment le coup, je vous l'avais dit. J'aime beaucoup l'histoire de Aretusa. Et vraiment, je le dis, mais c'est mon préféré jusqu'ici. Voilà, un 4e tome qui est à la hauteur de mes attentes. Même si je me pose bien la question de savoir ce qui va se passer dans le 5e et 6e tome, je vous avoue que je sais pas trop, parce que vu comment se termine ce 4e tome, c'est un peu à se demander ce que l'autrice va faire pour la suite. Mais en tout cas c'est une histoire vraiment très entraînante qui m'a tenue en haleine du début à la fin. J'avais émis des hypothèses qui étaient fausses, donc voilà. Mais ouais, très bonne lecture. Vous savez ce que je vais vous dire. Si vous n'avez toujours pas découvert la saga des Deveril, c'est le moment, allez-y, foncez en librairie. Vous avez les 2 premiers tomes qui sont sortis chez Point en version poche, donc n'hésitez pas, foncez. Maintenant, il faut que je regarde un peu quels sont les avis qu'il y a dans le Discord pour voir un peu. Hello! J'ai une petite tête. Le début de la semaine a été très compliqué, nous sommes jeudi aujourd'hui et franchement on est sur une semaine avec beaucoup de bas. On n'est pas dans une top semaine là, hein. Donc c'est un peu compliqué pour moi. J'ai vraiment hésité à continuer à tourner le carnet de lecture parce que j'avais presque envie d'arrêter tout, de pas vous publier de vidéos et cette semaine et puis d'en rester là. Mais bon, je me dis qu'après tout, je vois pas pourquoi j'arrêterais de tourner le carnet de lecture en plein milieu comme ça. J'ai pas mal de rush vidéo déjà, donc je trouve ça un peu dommage. Je vais pas vous cacher que ce début de semaine a été très compliqué d'un point de vue personnel, puisque nous avons des gros problèmes d'endormissement pour nos enfants. Donc ça commence à nous peser un petit peu sur le moral. Globalement, il faut savoir qu'on n'a pas trop à se plaindre, hein. On a des enfants en bas âge qui sont vraiment adorables en termes de nuit. Enfin, on n'a jamais eu de soucis. Ils ont fait leur nuit assez tôt. Notre fille un peu plus tard que notre fils parce qu'elle a eu des gros problèmes de coliques, donc ça a toujours été un peu compliqué le soir, voilà. Mais une fois qu'elle a commencé la diversification aux alentours de 4 mois, bah, c'était nickel quoi. Elle était hyper bien réglée, tout se passait comme des roulettes. Et donc on avait des nuits incroyables, on la couchait à 20h le soir et à 8h, 9h le lendemain, elle se réveillait tranquillou, sans aucun réveil la nuit. Enfin vraiment c'était génial. Enfin vraiment, on en a bien conscience, c'était une grosse chance.
d'avoir des enfants qui dorment aussi bien. Le seul souci, c'est que depuis quelque temps, on a des gros problèmes pour les endormir. Notre fils, ça fait bien 1 an maintenant qu'on a des problèmes monstrueux pour l'endormissement. C'est-à-dire qu'on met facilement 1h30, 2 heures à l'endormir le soir parce qu'il se relève, parce qu'il veut qu'on reste avec lui, parce qu'il a peur de la nuit, parce qu'il a soif, parce que voilà. Donc c'est toujours très compliqué. On était épargnés avec notre fille, mais le vent a tourné de toute évidence et ça fait quelque temps maintenant que c'est un peu compliqué de la coucher. Donc autant une fois qu'elle est endormie, c'est bon, il y a aucun souci, elle se réveille pas et elle fait sa nuit comme d'habitude. Par contre, l'endormissement est très compliqué, je pense qu'elle est dans sa phase de peur de l'abandon et dès qu'on quitte la pièce, elle se met à hurler et c'est juste tout bonnement, impossible à gérer, voilà. Enfin, c'est des hurlements en non-stop pendant 2 heures. Donc c'est hyper compliqué, on essaye de quitter la chambre petit à petit, on a essayé plein de techniques différentes. Bon, c'est assez difficile, ce qui fait que forcément, bah, ça tape un peu sur le système, les esprits s'échauffent un peu, bah forcément, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver les solutions qui nous conviennent et qui conviennent à nos enfants. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Surtout que, bah, on va pas se le cacher, on est quand même assez intransigeant envers nous-mêmes parce qu'on veut être des bons parents pour nos enfants et en fait on se rend bien compte qu'il n'y a pas de manuel et qu'on est un peu obligé de faire en fonction du caractère et de la personnalité et des angoisses de chacun de nos enfants et que bah, on doit faire avec ça. Et c'est pas facile, franchement c'est pas facile tous les jours. Donc cette semaine c'était un peu une semaine en dents de scie avec un petit moral, je vais pas vous le cacher, mais écoutez, c'est comme ça. J'essaye de pas trop parler de toutes ces thématiques et problématiques de parentalité parce que c'est pas l'objet de cette chaîne. Mais je sais que vous êtes nombreuses à avoir des enfants et du coup, bon bah voilà, je me dis que potentiellement de vous dire tout ça, ça fait que bah, si vous êtes dans le même cas ou si vous avez des problèmes avec les nuits de vos enfants, peut-être que vous vous direz que vous n'êtes pas seul. Parfois, ça fait juste du bien de ne pas se sentir seul. Euh, voilà. Bref, c'est comme ça. Je pense que tout le monde passe un peu par là, hein, parce que à mon avis, il n'y a jamais vraiment de perfection, entre guillemets, en termes de sommeil. Il y a toujours des périodes où le sommeil est un peu, bah, est un peu de moins bonne qualité et c'est pas forcément évident, mais bon, on fait avec, on le gère comme ça. Revenons à nos moutons, je voulais rapidement revenir sur le destin d'Everil. Je vous en parle très vite, c'est juste que je vous ai pas forcément fait de retour. Finalement, sur le Discord, nous étions que 2 à le lire en commun. Alors potentiellement, peut-être qu'il va y avoir certaines personnes qui vont se raccrocher à la lecture commune sur le mois d'août, parce que comme je vous le disais, à la base, les 3 lectures communes du Sunset History Book Club, elles étaient prévues pour le mois de juillet, et finalement, c'est un peu tendu sur un mois, donc on a tout étalé et on s'est dit que ce serait les 3 lectures communes pour tout l'été, donc juillet et août. Donc peut-être qu'il y aura d'autres avis qui vont venir après cette vidéo. Toujours est-il que pour le moment la personne qui le lit en commun avec moi c'est Marina. Et Marina a l'air très contente de retrouver les personnages également et de retrouver un peu l'atmosphère irlandaise. En tout cas c'est un peu le retour qu'elle en a fait dans le Discord. Globalement c'est ce que je vous disais sur cette saga, il y a eu assez peu de retours mitigés. Il y a juste eu le 3e tome de mémoire pour lequel il y a eu 2-3 remarques qui étaient un petit peu plus négatives, où on avait un peu, en tout cas les personnes qui ont posté ces remarques-là trouvaient que parfois c'était assez peu crédible et que ça allait un peu trop vite. Donc voilà, il y a le 3e tome qui a été un petit peu en dents de scie pour certaines d'entre vous, mais globalement les retours qu'on a sur cette saga, ce sont de très très bons retours, tout le monde l'apprécie. Donc si vous n'avez pas encore débuté la saga, n'hésitez pas. En parallèle, bien entendu, j'ai commencé ma seconde lecture commune, qui est donc la lecture commune du mois de juillet. Le thème c'était un roman historique sur l'art, et ce qui a été sélectionné comme roman, c'est La fileuse de verre de Tracy Chevalier. J'ai trouvé ça vraiment sympa que ce soit ce roman qui soit sélectionné, parce qu'on n'est pas sur l'art au sens général où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire
plutôt la peinture. Là, on est vraiment sur le travail du verre. Et donc, j'imagine que vous vous en doutez, mais on va se retrouver à Murano, à la fin du XVe siècle, et on va faire la connaissance d'Orsola Rosso, qui décide d'apprendre à fabriquer les perles de verre pour sauver sa famille de la ruine, puisque son père est décédé très prématurément, et donc il faut bien que sa famille subsiste, et donc il va falloir qu'elle trouve une solution pour faire en sorte que sa famille survive à tout ça et à la perte tragique du patriarche. Donc c'est toute l'histoire d'Orsola qu'on va suivre dans cette histoire, dans La fileuse de verre. Là j'en suis page 200, j'ai lu les 200 premières pages, donc les 2 premières parties du découpage de la lecture commune. Il y a 5 parties au total qui font à peu près entre 80 et 100 pages à chaque fois. Et franchement, je suis complètement happée par cette histoire. Je trouve ça hyper entraînant. Je suis une grande fan de Tracy Chevalier, faut le dire, parce que j'ai lu énormément de ce qu'elle a écrit, et à chaque fois, c'est des romans qui me plaisent beaucoup. Ça fait mouche presque tout le temps. J'ai eu un énorme coup de cœur, comme beaucoup je pense, pour La jeune fille à la perle, bien sûr. J'avais beaucoup aimé La dame à la licorne aussi, j'ai lu La Vierge en bleu également. Je crois que j'ai dû en lire un autre, mais je ne sais plus lequel c'était. Ah, Le récital des anges, j'ai dû lire. Ouais, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et par contre, j'ai pas trop lu ces derniers. Je sais que j'ai dans ma palle La dernière fugitive et prodigieuse créature. Mais par contre, j'ai pas lu, je les ai pas lus, et j'ai pas non plus La brodeuse de Winchester qui me tentait beaucoup. Il y en a certains comme ça que je n'ai pas, mais globalement, c'est une autrice qui, pour moi, fait partie des autrices incontournables en termes de romans historiques. Euh, c'est peut-être pas forcément l'autrice que je conseillerais pour commencer le genre du roman historique, parce que je trouve que c'est assez dense et les lectures sont très fournies. Par contre, quand on aime le genre et qu'on est déjà un peu initié, c'est vraiment une pépite pour moi, cette autrice. J'adore, je suis très fan de ce qu'elle écrit. Donc, La fileuse de verre, pour l'instant, j'adore, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'adore. Dans la première partie, on faisait un peu la connaissance de la famille Rosso. Enfin, la première partie du découpage, hein, j'entends. On faisait un peu la connaissance de la famille Rosso, donc ça prenait un petit peu de temps. Marina lit également ce roman en lecture commune dans le Discord, et elle trouvait que la première partie était peut-être un petit peu longue à se mettre en place, ce que j'entends complètement. Moi, ça m'a pas dérangé, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'on met bien 50-60 pages peut-être à complètement adhérer à cette histoire, à complètement être prise dans l'histoire comme ça, et être intégrée pleinement au récit. Donc ça, j'entends complètement sa remarque, et je comprends complètement ce qu'elle veut dire. Mais c'est vrai que moi, ça ne m'a pas forcément dérangée. La famille Rosso, c'est une famille qui est assez attendrissante. On est vite... on est vite confronté au décès du papa, qui est d'ailleurs une mort assez tragique, hein, faut le dire. Et puis on va vite se retrouver avec Orsola, et donc cette découverte de la passion pour le verre, et de ce développement en fait de compétences pour pouvoir faire des perles en verre et pour pouvoir les vendre à un prix intéressant pour qu'elle puisse en vivre, hein, tout simplement, et faire vivre sa famille. La deuxième partie du découpage, sans vous spoiler parce que j'irai pas trop en détail quand même sur cette partie-là, mais on est en pleine peste, c'est une pleine épidémie de peste, et c'est hyper immersif, je trouve, cette deuxième partie. Enfin, moi, ça m'a un peu fait froid dans le dos. On nous parle de quarantaine, de confinement, on nous parle de personnes qui meurent à tous les coins de rue ou presque, on nous parle d'isolement parce qu'il y a une île visiblement à proximité de Murano. Alors ça, je pense que c'est historique, hein, à mon avis, c'est pas une invention de l'autrice. Il y a visiblement une île à proximité de Murano qui a servi pour pouvoir accueillir les malades de la peste. Et donc on nous en fait un peu la description dans cette seconde partie du découpage que j'avais prévu. Et c'est assez effroyable, et ça prend un peu aux tripes, hein, quand même. Hein. Faut être un peu accroché sur cette deuxième partie, mais en tout cas ça me plaît beaucoup. Et là j'ai hâte de m'y remettre. Vraiment. Donc pour le moment, un sans faute. Et pour terminer, parce qu'il faut absolument que j'y aille, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, et j'ai 15 minutes de route je crois, donc je vais être un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous
montrer un des romans qui a rejoint ma palle il n'y a pas très longtemps. C'est un livre de poche, qui est d'ailleurs publié au livre de poche. Et c'est une recommandation de l'une d'entre vous qui m'en a énormément parlé en en très positif. Je crois même que ça avait été un coup de cœur. Donc c'est un peu pour ça que je me suis laissée convaincre et j'avoue que j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le prendre pour les vacances. C'est La porteuse de lettres de Francesca Giannone, je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est un roman qui se passe en Italie dans les années 1930 où on a un car qui s'arrête sur la place de Lisanello, petit village des Pouilles. Carlo, l'enfant du Sud, en descend accompagné d'Anna, sa femme, originaire du Nord. Celle-ci découvre une terre inconnue, figée dans le temps, écrasée par le poids des traditions. Anna ne va pas à l'église, aime lire, est curieuse. Elle est, aux yeux des villageois, l'étrangère. Contre l'avis de Carlo, elle devient la première postière de Lisanello. Pendant plus de 20 ans, d'abord à pied puis à bicyclette, elle délivre le courrier, les missives des amants, les lettres des hommes envoyés au front ou partis chercher fortune à l'étranger. Trait d'union entre les habitants, Anna connaît tous leurs secrets, mais il en est un qu'elle gardera jusqu'à sa mort. Au gré des événements de l'histoire, avec un grand H, Francesca Giannone, qui s'est inspirée du passé de son arrière-grand-mère factrice, dresse le portrait d'un esprit libre et livre une bouleversante histoire d'amour. Ça donne vraiment très envie. Voilà, et effectivement, les retours que j'en ai vus sont des retours quand même globalement dithyrambiques. Donc je suis très curieuse de découvrir ce roman. Dites-moi si vous le connaissez ou pas, parce que je ne l'ai pas trop vu passer sur les réseaux globalement, hein. Hello, je viens enfin vous faire mon retour lecture sur La fileuse de verre de Tracy Chevalier. J'ai enfin terminé. Je vous en parle et je prends le temps de vous en parler. Désolée d'avoir un peu déserté, ça a été un peu chaotique la semaine dernière. Et donc je prends tout juste le temps de vous faire ce retour lecture et de venir clore le carnet. Pour la simple et bonne raison que de toute façon, étant donné que nous sommes en vacances cette semaine et que nous ne captons pas, je ne pourrai pas vous mettre en ligne le carnet de lecture le jeudi comme d'habitude, donc je le publierai plutôt dimanche à notre retour de vacances. Bref, donc La fileuse de verre, que vous en dire? Eh bien écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très rafraîchissant comme fresque historique. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça nous parle vraiment de l'histoire des verriers de Murano et ça nous parle de l'époque d'or entre guillemets et l'âge d'or des verriers et leur déclin au fur et à mesure avec le fait que dans toute l'Europe on ait des verriers et que ce soit pas uniquement localisé à Murano et donc forcément il y a la concurrence qui s'installe, c'est un peu plus rude pour Murano et en plus de ça il y a aussi Venise qui prend beaucoup de place et qui met un peu Murano de côté. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on nous raconte dans cette fresque. J'ai beaucoup aimé découvrir le métier de verrier à travers cette histoire. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. La plume de Tracy Chevalier, elle est divine comme d'habitude. Après pour moi c'est un roman historique à ne pas forcément lire quand on débute ce genre-là parce que Tracy Chevalier c'est une autrice qui a une plume très complète, très complexe, très riche. Et du coup, quand on débute l'historique, c'est un petit peu lourd, je pense. Donc, c'est pas forcément vers cette autrice-là que je vous recommanderais de vous tourner. Mais par contre, si vous aimez le genre, ce roman-là, il est vraiment très très bien. Il est vraiment très bon. Dans ce roman, du coup, je vous avais déjà un petit peu raconté l'histoire, il me semble, mais on va suivre un peu toute l'histoire de la vie et de la famille d'Orsola Rosso. Et pour le coup, c'est très bien fait. Le seul petit bémol, et c'est ce qui fait que ce sera pas un coup de cœur pour moi, c'est ce petit côté réalisme magique que j'ai pas compris tout de suite, je vous avouerai. J'ai mis un certain temps avant de comprendre. En fait, la famille d'Orsola, étant donné qu'elle vit sur Murano, le temps s'écoule différemment. Et donc, 10 ans, ça va être l'équivalent d'un siècle en gros. Et donc, Orsola, elle naît en 1490 et à la fin du roman, on est en 2019 et elle a 70 ans. Et du coup, ça m'a un peu... ça m'a un peu questionnée. Je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Alors je comprends bien que la volonté de l'autrice c'était de pouvoir expliquer tout
toute la vie des verriers et toute l'évolution en fait de la verrerie à travers les siècles. Et je pense que c'est pour ça qu'elle le fait de cette façon-là. Mais en toute honnêteté, moi ça m'a un peu déstabilisée. J'ai pas adhéré en fait à ces bons dans le temps. Surtout que le dernier chapitre, c'est celui qui m'a un peu le moins intéressée puisqu'on était très focalisé en 2019 avec l'apparition du Covid et tout. Et ça m'a rappelé une période que franchement j'ai très envie d'oublier. Donc bon, j'étais pas forcément très à l'aise avec ces bons dans le temps, mais sinon j'ai beaucoup aimé, à part ce petit bémol là. Voilà. Globalement, sur le Discord, je crois qu'il y a surtout Marina qui a lu le roman, qui a beaucoup aimé aussi. Et je sais pas si Françoise l'a commencé ou pas. Alors je vous avoue que vu que je capte pas dans le camping où on est, c'est un peu difficile d'interagir avec vous sur le Discord. Donc je pense que je reprendrai un peu mes interactions la semaine prochaine quand on sera revenu dans un endroit où on capte. Voilà. Mais c'est vrai que là c'est pas forcément évident de vous faire un retour là-dessus. Voilà pour cette lecture-là. Je n'ai pas de lecture audio en cours. Enfin, j'ai toujours ma lecture en VO de Catherine Santer. Et j'avais commencé une autre lecture audio qui était une romance sur la Formule 1, dans le domaine de la Formule 1. Mais franchement, j'adhère pas plus que ça, donc j'ai tout mis en pause. De toute façon, l'été, j'écoute pas beaucoup de livres audio, donc c'est pas vraiment là que je vais écouter quoi que ce soit. Sinon, depuis qu'on est arrivé, je vous avoue que j'ai dégommé un peu mes lectures, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Toujours est-il que si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne et mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager la vidéo. Et je pense que vous l'avez vu, mais depuis la semaine dernière, vous pouvez désormais booster la vidéo. C'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai activée, donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit. Moi, ça m'aide beaucoup, ça permet d'apporter un peu de visibilité à la chaîne, donc c'est bien. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé, à mettre un petit emoji, pourquoi pas le drapeau de l'Italie pour Murano, ou bien un verre pour la verrerie, voilà, ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous répondrai peut-être pas tout de suite, d'ailleurs j'ai un peu de retard dans les commentaires, je tiens à préciser, mais c'est parce que encore une fois, vu que là je capte pas, je peux pas trop répondre à vos commentaires, mais je les lis dès que je peux, et je ne vous oublie pas, je répondrai, mais c'est vrai que je vais répondre un peu en décalé, donc toutes mes excuses pour ça, mais ça ne veut pas dire que je ne vous lis pas quand vous mettez des petits commentaires, bien au contraire, ça me fait très plaisir d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'août, voilà, des très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop quand, parce que je pense que je vais faire une petite pause là, mais très probablement d'ici la fin du mois d'août. En tout cas, on se retrouve. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao!